La question suivante concerne le cœur de Paris et la parole est à Fadila Mehal. Karine Roland y répondra. Merci. Je vais aller vite, puisque visiblement tout le monde est assez pressé. Donc ça concerne l'œuvre de Johanna Vasconcelos, Porte de Clignancourt, et vous savez que cette œuvre a suscité énormément de polémiques, à la fois sur la nature de l'art contemporain, et ça c'est un autre sujet, mais aussi sur l'argent public qui avait été dévolu. Alors ma question, elle est double, elle est même triple, mais vous la lirez plus amplement. La première, c'est il y a eu participation citoyenne pour finalement mettre en œuvre cette œuvre. Alors la question, pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce travail participatif qui, à mon avis, aurait mérité à la fois d'être élargi et surtout mieux connu. Le deuxième point, c'est le financement. 650 000 €, dont 40 000 reviendra à la créatrice, mais ça suppose à la fois l'installation, l'entretien et tout le reste. Alors j'ai entendu dire que la mairie participait à hauteur de 60%, l'État 12%, et en revanche la région c'est assez flou parce qu'elle dit ni avoir participé au financement à hauteur de 28%. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et est-ce que vous avez, de ce point de vue, des précisions à donner? Et en effet, il y a une troisième question, mais qui est plus culturelle et subjective, c'est de savoir, en effet, comment une œuvre s'insère dans un territoire et quel déséquilibre elle peut créer. Mais ça, c'est une question qui est trop ambitieuse pour la poser en fin de parcours de ce conseil. Donc, sur les deux premières questions, pouvez-vous m'apporter des précisions? Karine Roland. Alors, merci. Effectivement, factuellement d'abord, l'œuvre de Johanna Vasconcelos intervient à Porte de Clignancourt dans le cadre de l'extension du T3 depuis la porte d'Aubervilliers, désormais jusqu'à la porte d'Asnières. Il s'agit d'une obligation créée par la loi du 1% artistique. Étonnamment, dans la première séquence de construction du tramway, par laquelle d'ailleurs le 18e était concerné au titre de la porte d'Aubervilliers, nous n'avons rien entendu. Et nous n'entendons toujours rien. Les sculptures de Pierre Ardouvin, qui peuvent poser question, parce que certains ne les voient pas, certains trouvent à y redire, qui se trouvent porte d'Aubervilliers, projetées en hauteur des œuvres issues de manèges, n'ont jamais fait l'objet d'aucune réflexion. Et pourtant, c'était exactement le même processus, le 1% artistique, obligation qui est faite à l'État ou aux collectivités locales, vous le savez, dans le cadre de travaux publics, de consacrer une part du budget à l'embellissement, considérant que la fonctionnalité ne fait pas tout. Donc, dans le cadre de ce 1% artistique, et sur cette séquence précisément, la ville a voulu procéder un peu différemment de ce qui avait été fait avant et a fait appel à la Fondation de France via un dispositif qui s'appelle les nouveaux commanditaires, qui s'est fait une spécialité partout en France, pas seulement à Paris, de travailler justement sur l'art dans l'espace public, souvent dans le cadre du 1% artistique. Ils en sont, je crois, entre 4 et 500 œuvres partout en France. Et les nouveaux commanditaires, eh bien, nous les avons rencontrés, on était avec Éric Lejoindre, ils nous ont demandé de leur parler des portes qui étaient concernées par l'arrivée du tramway, ce que nous avons fait. Ils nous ont demandé s'il y avait des groupes humains, on va dire ça comme ça, des habitants, des collectifs, des associations, des lieux que nous pourrions leur signaler, ce que nous avons fait de manière indicative. Et ensuite, ils ont travaillé. Ils sont arrivés à 3 groupes de commanditaires. Une à la porte des Poissonniers, c'était des agents du dépôt RATP. Une à la porte de Saint-Ouen, c'était des personnels de Bichat, qui sont effectivement extrêmement impliqués sur la porte de Saint-Ouen. Et puis un groupe qui allait de la porte de Clignancourt à la porte Montmartre, dans laquelle étaient impliqués des habitants. Et ils ont travaillé à la définition de ce que pourrait être une œuvre à cet endroit, à la définition ou à la précision du cahier des charges, et c'est ainsi que le travail s'est fait en temps caché pour nous. C'est-à-dire que les commanditaires ont œuvré de manière libre dans le cadre qui leur était proposé par la Fondation de France, et c'est comme ça qu'on est arrivé à la proposition du cœur de Paris. Donc voilà pour les nouveaux commanditaires. Il ne s'agissait pas
d'être représentatif, exhaustif de ce que sont les habitants des portes, bien malin qui pourrait savoir comment impliquer des dizaines de milliers d'habitants, mais bien de travailler avec certains qui y étaient intéressés et impliqués. Ensuite, pour ce qui est du budget, donc le budget global consacré à l'accompagnement artistique du T3, c'est 2,3 millions d'euros. Sur les 2,3 millions d'euros, effectivement, 650 000 ont été consacrés à construire le chœur de Clignancourt. Alors, on peut tout prendre dans tous les sens. L'accompagnement artistique, il est voté dans le cadre de la convention initiale du chantier du T3. Et la convention initiale du chantier du T3, elle implique 3 acteurs, la ville à hauteur de 60%, la région à hauteur de 28% et l'État à hauteur de 12%. Donc, sauf à considérer que la région n'a pas voté ce qu'elle a voté en 2014, à savoir la convention qui permettait de démarrer les travaux du T3, eh bien, si, alors que la région ait ensuite laissé faire la ville sur l'accompagnement artistique, effectivement, mais il est factuellement faux de dire que la région n'est pas partie prenante dans le financement de cet ensemble qu'est le prolongement du T3 et dans lequel intervient le programme artistique. C'est cher. Oui, c'est une installation sur l'espace public. Je vous invite, les uns les autres, à regarder dans le détail la manière dont sont chiffrés les projets que nous proposons chaque année, et je regarde Jean-Philippe Daviot, au budget participatif. Je ne sais pas vous dire si c'est cher, je sais que l'espace public est contraint, que dès lors qu'il s'agit de creuser, dès lors qu'il s'agit de toucher à des raccordements, oui, on est sur des systèmes complexes et que cela a un coût. Donc, vous l'avez dit, Madame Méal, ça n'est pas l'artiste qui a été grassement rémunéré, c'est plutôt le fait d'installer cette œuvre en hauteur pour qu'elle soit visible, pour qu'elle rayonne, de l'installer dans l'espace public. Et effectivement, ça a un coût. Mais 2 remarques quand même. Ça, c'était le factuel. Vous avez parlé de polémique. Ouais, c'est de la polémique. Parce que, sincèrement, la semaine dernière, la maire de Paris a annoncé l'installation d'une œuvre d'Ousmane-Sow, place de Valois. Je m'en réjouis personnellement. Je trouve que à l'orée d'une année africaine, Africa 2020, portée par le président de la République, c'est un très beau symbole. Je n'ai pas entendu une réaction. En revanche, porte de Clignancourt, une œuvre de cette taille, c'est à mon sens, sincèrement, et je crois que nous partageons ce point de vue avec Éric Legendre, c'est de la condescendance. Et non seulement c'est de la condescendance, mais c'est aussi une vision de la culture un peu à courte vue. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui pensent que la culture, ça n'est qu'un supplément d'âme. Effectivement, on n'est pas d'accord avec ça. Et oui, le chœur de Clignancourt, demandez aux commerçants autour. Il sert déjà de point de rendez-vous. Il sert déjà à apaiser le quartier et il apporte à la tranquillité publique. Je m'en réfère là à Bertrand Delanoë, parce que je crois qu'en ce moment, tout le monde s'en réfère à Bertrand Delanoë, qui disait toujours que dans les endroits difficiles, il faut mettre du beau. Parce que justement, il le mérite, pas plus, mais au moins autant. Et que le beau, par ailleurs, appelle le beau et respecté. Donc voilà rapidement ce que l'on pouvait dire, même si par rapport au temps imparti qu'il nous reste, j'ai déjà été trop longue. Longue vie au cœur battant de Clignancourt, dont pour notre part, du côté des riverains, nous avons plutôt des sentiments, des expressions de fierté et de satisfaction, je crois. Je crois que Karine Roland a dit l'essentiel. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la vie politique, c'est une succession de petites polémiques, les unes après les autres. L'information est morte de ce qu'on appelle l'infotainment. Et bien, la politique, elle mourra de ce qu'on appelle le politictainment. Et il faut regarder ce qui est fait, notamment dans les collectivités locales, avec un tout petit peu de hauteur et avec un tout petit peu de distance, et pas en cherchant en permanence à alimenter des polémiques qui n'ont aucun sens. Moi, je suis hyper fier que, enfin, on dise du bien de la porte de Clignancourt, et c'est aussi grâce au cœur de Clignancourt. Et moi, je suis hyper fier qu'on puisse investir aussi dans l'art pour les quartiers populaires. Parce que quoi? Alors, sous prétexte qu'aux Tuileries, il y a des problèmes, il faudrait qu'on vende des œuvres du Louvre?
Alors, on pourrait vendre la Joconde, on pourrait avoir un gardiennage H24 du Louvre et du Jardin des Tuileries pendant 100 ans. Et puis quoi, au Halles, il y a des problèmes au Halles, on l'a encore vu ce week-end. On va vendre les œuvres de Niki de Saint-Phal? Non. Nos quartiers, ils ont aussi le droit au beau. Nos quartiers, ils ont aussi le droit à la culture. Et nos quartiers, ils ont aussi le droit à la tranquillité. Et quand on fait du beau dans les quartiers populaires, eh ben, il faut s'en réjouir. Et moi, je suis vraiment, vraiment très heureux de cette œuvre. Et je suis... Alors évidemment, vu peut-être d'un certain nombre de salons parisiens, on peut considérer que les habitants de la Porte de Clignancourt, là, ils s'en foutent. Mais c'est faux. Ça n'est pas vrai. Placez-vous Porte de Clignancourt pendant quelques journées. Vous allez voir ce qui s'y passe, Porte de Clignancourt. Alors on peut penser que oui, il y a d'autres priorités dans la vie à la Porte de Clignancourt. C'est vrai. C'est pour ça qu'on refait complètement le collège du trio. C'est pour ça que nous étions au Crous. C'est pour ça que nous avons fait la fac. C'est pour ça que nous avons fait le tram. 3 fois rien. Quelques dizaines de millions d'euros d'investissement. C'est pour ça qu'il y a la recyclerie. C'est pour ça que nous travaillons avec la RATP sur leur métro. C'est pour ça que nous referons dans quelques mois un certain nombre d'éléments à Devin. C'est pour ça qu'il y a un appel à projet de la métropole sur la Porte de Clignancourt. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais tout ça, ça suffit pas. Tout ça, ça suffit pas. Parce qu'ils ont droit, nous avons droit, nous aussi dans le 18e, à tout. Et à tout, c'est aussi au beau et c'est aussi à l'œuvre. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a 10 ans, une artiste aussi énorme que Madame Vasconcelos, elle aurait accepté de s'occuper de la Porte de Clignancourt. Et bien, elle l'a fait. Et c'est sans doute parce que ce que nous y avons engagé avec Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant, et maintenant avec Anne Hidalgo, ça a du sens. Et moi, cette polémique, ces polémiques en permanence, je n'en peux plus. C'est de la pire façon qu'on peut imaginer faire de la politique. Voilà, moi aussi été beaucoup trop long, mais en même temps, j'avais pas encore eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Tout le monde parle dans tous les sens, s'exprime, tweet, alors ça, il y en a partout. Mais moi, je voulais m'exprimer, donc j'ai fait. Alors pardon, comme je me suis exprimé trop longuement, je suis désolé, je redonnerai tout de suite la parole à Fanny Laméal, mais comme j'ai pas fait ce que j'aurais dû, je laisse la parole aussi à Gérald Briand parce qu'il me l'a demandé, et ensuite je rends la parole à Fanny Laméal. Oui, moi aussi, j'ai été un petit peu surpris de la polémique que j'ai vue, un peu téléphonée, parce qu'en tweet de l'opposition, reprise tout de suite par le Parisien, etc. Donc ça marche bien. Et surtout, mais le décalage complet avec la réalité de ce que vivent les habitants et de ce que pensent les habitants. Parce que dans la série, un vrai bide en termes de polémique, il est là. Parce que, d'abord, moi, quand je l'ai vu, ça m'a plu. Je trouvais ça bien. Je trouvais que c'était gonflé de faire ça. Je trouvais que le côté un peu provoquant, oui, on met le cœur de Paris sur une porte. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien joué. Et je trouve ça... j'aime bien ce geste. Alors après, chacun peut en penser ce qu'il veut, quoi. Il n'y a pas de problème. Chacun, tous les goûts sont dans la nature, etc. Mais j'ai trouvé que c'était gonflé, que c'était bien vu, et que c'était joli, et que ça apportait. Et c'est vrai que... la remarque qu'on tape à la Porte de Clignancourt, comme quoi à la Porte de Clignancourt, parce que c'est vrai ce qui a été dit, c'est quoi? Le fond, c'est que, bah oui, mettre une sculpture à la porte c'est mettre du lard pour les cochons, quoi. C'est un peu ça qui est dit. Et je trouve ça un peu détestable. Après, si l'opposition a envie de monter sur ses grands chevaux pour dire le cœur de Paris à Clignancourt, c'est une monstruosité. Oui, mais je parle de ce que je veux. Je peux vous qualifier d'opposant si j'ai envie. Donc voilà, c'est mes mots, je les choisis et j'ai pas besoin que vous me teniez le stylo. Donc, je pense que moi, je vous encourage parce que d'une certaine manière, ça va être vraiment ridicule, quoi. Ça va être très, très ridicule. Donc, continuez là-dessus et surtout, ne vous gênez pas. Mais en tout cas, félicitations à l'artiste. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Moi, je lui dis. Et à ceux qui l'ont choisi, parce qu'au collectif aussi des habitants qui ont eu un très bon choix. Madame Méal, et puis on va passer à la suite. Alors, oui, je suis désolé, excusez-moi, je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai laissé la parole à tout le monde, donc il faut que je continue. Donc, Monsieur Honoré, puis Monsieur Lissa, puis Madame Méal. Et on peut aller vite, mais c'est vrai que, voilà, il y a des polémiques comme ça qui sont pénibles, et ça donne envie à chacun de s'exprimer. Moi, j'essaie d'éviter, mais parfois, il faut quand même le faire. Monsieur Honoré. Pardon. Monsieur... je me souviens plus. Excusez-moi. Monsieur Briand. Vous avez parlé de l'opposition. Monsieur Briand. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux parce que vous avez parlé de l'opposition. Non, monsieur. Nous avons... Enfin, on va parler comme ça. Certains élus de l'opposition ont soutenu le projet et ont écrit à monsieur Girard pour lui parler. Parce qu'en effet, monsieur... C'est vrai, il y a des habitants, je lis la liste des commanditaires, ce sont des présidents d'associations de locataires de logements sociaux,
il y a des présidents de structures, il y a des gens engagés qui sont respectables, qui sont bien. J'en connais plusieurs de la liste qui sont là, et ce sont des gens remarquables. Donc, vous avez employé le terme opposition, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait remarquer que non, et en particulier je suis de ceux qui ont soutenu ce projet, et nous avons écrit à M. Girard parce que justement les habitants nous faisaient remonter qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas l'artiste. Donc voilà. Je voulais, et je partage le fait que dans les quartiers populaires, il faut qu'il y ait de l'art, et je reviens sur ce que disait la première adjointe, Mme Karine Roland, c'est que, en effet, le 1% culturel vient de la loi de 1951-1959 de André Malraux et loi suivante, qui, en effet, puisque le coût c'est 2,3 millions, 1% dans l'art c'est 230 millions, et donc il fallait investir 2,3 millions dans le domaine artistique, et je trouve ça tout à fait normal, et en effet, je partage le fait que dans les quartiers populaires, il faut qu'il y ait de l'art. Maintenant, on peut discuter de savoir si c'est beau ou laid, mais je vous fais remarquer que, par exemple, toute proportion gardée, Van Gogh n'a jamais vendu une seule toile de sa vie. Je ne vous raconte pas ce que l'on disait sur Renoir, et plus près de nous, la pyramide du Louvre a été vouée aux gémonies, et je ne parle pas des colonnes de Buren. Donc voilà, et Beaubourg. Donc voilà, je ne voulais pas intervenir, mais Monsieur Briand, vous m'avez donné l'occasion. Je considère pour ma part, en effet, que dans les quartiers populaires, il faut qu'il y ait de l'art. Bien entendu, ça ne résout pas tous les problèmes, bien entendu, mais il faut qu'il y ait de l'art, de la même façon qu'il y a de l'art dans les autres quartiers de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Pierre Lissia. Oui, merci, Monsieur le maire. Je n'avais pas prévu non plus d'intervenir, mais je me suis senti un peu visé dans certains propos. Vous avez parlé de beau. Ne vous en déplaise, Monsieur le maire, nous ne sommes pas critiques d'art, nous sommes élus. Et si nous pouvons tous avoir un avis sur, en tant qu'habitants, évidemment, sur le cœur de Paris, en tout cas sur la beauté ou non d'une œuvre, notre qualité d'élu ne nous confère pas une autorité, aucune espèce d'autorité pour préjuger de la beauté d'une œuvre. En revanche, en tant qu'élu, nous pouvons nous prononcer sur d'autres aspects. Vous avez parlé du coût, mais c'est surtout le coût rapporté à l'objectif. Moi, j'entends ce qui est presque devenu un slogan, faire entrer la culture dans les quartiers populaires. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord, et je n'ai absolument rien contre. Et je n'ai d'ailleurs jamais fait partie de ceux, contrairement à ce que vous voudriez faire croire, qui opposent, qui considèrent que la culture est le parent pauvre de l'action publique, comme j'ai pu l'entendre, que c'est la variable d'ajustement des politiques budgétaires, et j'ai jamais opposé culture avec sécurité, patrimoine avec propreté. Mais pardonnez-moi, pouvez-vous franchement affirmer que vous avez rendu accessible la culture aux habitants de la Porte de Clignancourt en dépensant 650 000 € pour cette installation? J'ai dans l'idée que la culture de proximité, la culture accessible pour tous dans les quartiers populaires, c'est faire en sorte que, par exemple, les enfants de tous les habitants puissent s'inscrire dans un conservatoire sans avoir à attendre, sans avoir à espérer d'être tirés au sort. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que j'ai été un peu circonspect sur cette réalisation-là. Quant à la méthode, vous avez évidemment parlé des commanditaires. Je me suis rendu compte par simple consultation des réseaux sociaux que 2 de ces 9 commanditaires étaient tout bonnement militants du Parti socialiste. Alors j'imagine bien que les habitants de la Porte de Clignancourt sont certainement à plus de 20% encartés au Parti socialiste. Je plaide éventuellement pour la coïncidence, mais je ne pense pas que ce soit représentatif. Quant au financement, vous avez raison. Vous avez raison, Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France a financé ce projet, ce prolongement du tram.
Il n'empêche que le PV d'Île-de-France Mobilité, du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, fait état que la région ne versera pas un seul euro en dehors des projets d'amélioration de transport, car c'est la raison d'être d'Île-de-France Mobilité. Je vous remercie. Fadila Mehal. Voilà donc une polémique qui reprend. Monsieur le maire, vous ne vous trompez pas d'adversaire. En effet, je vous ai donné l'occasion, grâce à cette question orale, de mettre à plat un vrai questionnement qui tient à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. Et donc, je considère, puisque j'ai eu très peu de temps pour lire cette question orale, tout ce que a dit Karine était inscrit dans cette... Et en même temps, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a deux possibilités, où en effet, tout se passe dans les médias, et les polémiques se font dans les médias, et en effet, le conseil d'arrondissement est asséché, puisqu'il ne s'agit pas de faire de vagues, et qu'il faut absolument travailler le consensus. Ce n'est pas notre opinion. Nous considérons que cette question qui a été posée, polémique, mais en même temps instrumentalisation sans doute, est une vraie question, de fond. Vous avez apporté les éléments qui sont très précis. Karine, je vous en remercie, parce que sur le financement, beaucoup de choses ont été dites, et sur finalement la mise en œuvre et la coproduction d'une certaine façon. Et vous avez raison de dire, on ne peut pas toucher l'unanimisme. C'est une cohorte de personnes qui sont représentatives ou pas. Vous dites qu'ils sont socialistes et que c'est ça qui guide leur pensée. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut faire confiance à la Fondation de France et que si elle a choisi ses commanditaires, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Alors, pour l'essentiel, parce que c'est ça aujourd'hui la question, faut-il préférer en effet des actions quotidiennes, souterraines, qui permettent d'aller vers le plus grand nombre avec la pratique culturelle, ou faut-il aussi parfois faire des gestes culturels, architecturaux, qui coûtent aussi beaucoup? Les tulipes, de Jeff Koons, c'est 6 millions d'euros. Les fontaines que nous allons inaugurer sur les Champs-Élysées, qui appartiennent au patrimoine, par des fonds privés, c'est plus de 6 millions d'euros. Donc ça coûte cher. En effet, l'art contemporain coûte cher parce que la créatrice qui est très connue internationalement, ben, ça coûte cher. Alors, en effet, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire les deux. Il faut plus d'espace, il faut plus de place dans les conservatoires, il faut plus, en effet, que les grandes structures aujourd'hui sortent hors des murs pour aller porter la culture au quotidien, mais aussi il faut des gestes. Il faut des gestes, il faut qu'à un moment donné, eh bien, la porte de Clignancourt puisse être identifiée. Et être identifiée par un cœur, moi, c'est quelque chose qui me donne envie de respirer. C'est de l'oxygène aussi. Alors après, on peut dire 650 000 euros, on aurait pu les mettre pour faire de la propreté, on aurait pu... Non, je ne dis pas que c'est toi, Pierre. Je ne dis pas que c'est toi, Pierre. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut marcher des deux pieds. Et mais... Paris existe parce qu'elle a un patrimoine, Paris existe parce qu'il y a des œuvres d'art dans l'espace public. Après, le contemporain, c'est très subjectif, hein. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, ma question, elle visait à remettre cette question éminemment politique là où elle doit être, non pas dans les tweets et non pas dans les Facebook, mais au sein aujourd'hui de cette instance démocratique. Merci. Je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai pas d'adversaire nulle part. J'ai un peu un adversaire dans la polémique facile et les tweets et ce que j'appelle moi le politictainment. Ça, c'est un adversaire global que j'aime. Je n'ai pas d'adversaire ni autour de cette table, ni chez les habitants du 18e. Et d'ailleurs, j'ai pas de jugement esthétique. J'ai pas de jugement esthétique. J'ai un jugement politique. Un jugement politique aussi bien sur l'affectation des deniers publics, et non, cet argent-là ne pouvait pas aller à autre chose, ça s'appelle le 1% culturel, ça aurait pu aller à autre chose. On aurait pu faire une œuvre ailleurs. Nous avons décidé de le faire à la porte de Clignancourt. Et j'ai un jugement politique sur ce que doit être la politique culturelle, y compris dans les quartiers populaires. Mais qui est-ce qui a fait Jacqueline de Romilly? Enfin, je parle de la bibliothèque, hein, pas de la grande helléniste, c'est nous.
Qui est-ce qui, Didier Guillot pourrait en parler longuement, a fait en sorte que Paris 4, Porte de Clignancourt, s'ouvre sur le quartier? Grâce à qui, aujourd'hui, les habitants de la Porte de Clignancourt ont-ils accès à l'université pour aller faire de la culture? C'est nous. Qui est-ce qui met des millions d'euros dans le collège Utrio, y compris parce que c'est une façon de ramener de la culture dans les quartiers? C'est nous. Et aux écoles Françoise d'Orléac, c'est qui? Qui est des écoles qui étaient abandonnées et qui sont aujourd'hui des écoles attractives dans l'arrondissement? C'est nous. Qui est-ce qui avons refait ce quartier, cet urbanisme? Qui est-ce qui avons fait le tramway? C'est nous. Alors, allez pas nous expliquer qu'on ne fait pas tout, mais on fait aussi des œuvres d'art, et aussi des œuvres d'art de grande ampleur dans ces quartiers, parce que tout le monde n'a pas vocation à aller au conservatoire. Qui est-ce qui fait en sorte que nous puissions avoir un conservatoire plus important de 18e? C'est nous. Mais tous les élèves du 18e, tous les enfants du 18e n'iront pas et n'ont pas vocation à aller au conservatoire. Il faut se sortir de cette espèce de vision de la culture étriquée. C'est pas ça la culture. Et c'est pas comme ça qu'on fait la culture dans un arrondissement divers comme le 18e arrondissement. C'est en allant au devant des habitants, en allant là où les habitants sont. Pas toujours en leur demandant d'aller là où nous pensons que la culture doit être. Et c'est le sens de ce que nous faisons et de ce que nous avons fait. C'est pas un jugement artistique. Moi, je reconnais bien volontiers, il y a des gens qui peuvent trouver ça beau, il y a des gens qui peuvent trouver ça moche, je m'en fous. C'est un jugement politique. C'est le sens d'une politique culturelle et de l'utilisation des moyens qu'on a à disposition pour cette politique culturelle. Alors si certains considèrent qu'il ne faut pas faire de la culture à cet endroit et pas faire des œuvres d'art à cet endroit, c'est un droit le plus absolu, mais n'entraînez pas le quartier et les habitants du quartier dans cet élément. Un dernier mot. Moi, je ne sais pas quelle est la proportion des habitants de la porte de Montmartre ou de la porte de Clignancourt qui se revendiquent de telle ou telle idéologie. Je sais combien votent. Hein. Et je sais, après il faut voir au premier ou au second tour, quels sont les résultats, ce qui me mène à penser que ce n'est pas totalement absurde de penser qu'un certain nombre d'habitants puissent être proches de ce que nous représentons. Il est d'ailleurs pas du tout impossible d'imaginer qu'un certain nombre de personnes, et au moment où les nouveaux commanditaires sont allés les chercher, penchés dans telle ou telle direction, et peut-être ont-ils changé depuis, vu la part que prend aujourd'hui le Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste sur notre territoire. Et ce que je sais, c'est que chacun des individus qui ont été sélectionnés pas par moi, hein, par les nouveaux commanditaires, l'ont tous été pour un engagement précis et qui peut, lui, contrairement à l'idéologie politique, peut lui être tracé. Parce que quand on est président d'un centre social, on est d'abord président d'un centre social. Quand on est président d'une des principales associations qui amènent la cuisine dans un certain nombre de quartiers, on est d'abord responsable de cette activité-là. Quand on est président d'une amicale de locataires qui tous les jours est au travail dans ce quartier, je ne sais pas ce qu'ils votent les uns et les autres, je sais quel est leur rôle dans le quartier. Et si les habitants de la porte de Clignancourt et de la porte Montmartre les ont trouvés aussi représentatifs, pas nous, les habitants, c'est sans doute qu'elles, parce que c'était quasiment que des femmes. Tiens, là pour le coup, on aurait pu faire des vérifications, puisque c'était quasiment que des femmes, c'est que oui, elles étaient aussi représentatives de ce que nous pouvons faire. Voilà, merci donc à Fadila pour sa question. Oui, mais c'est un peu le principe quand on est élu, voyez-vous. C'est la grande chance d'être maire. On a le droit à la parole plus que d'autres. Mais remarquez, je ne suis pas celui qui l'utilise le plus. Peut-être.